Samedi 17 mai 2014. Cette semaine, dans le grand show de l'info, nous voterons le 25 mai aux élections européennes et nous verrons pour qui nous votons vraiment. Un hôtel de l'âge d'or du Liban veut renaître de ses cendres. Il pourrait ressusciter après sa mise aux enchères dans les prochains mois. Les années football de Cavani et Suarez à Salto. Les deux footballeurs uruguayens sont reconnus comme les deux meilleurs joueurs du monde. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Le Parlement européen cherche à s'imposer sur la scène politique européenne, mais s'il dispose de larges pouvoirs et parvient parfois à tenir la tête aux États, son rôle reste négligeable pour définir et contrôler les politiques de l'Union européenne. Du 22 au 25 mai, les citoyens européens vont choisir les 751 députés qui composeront le nouveau Parlement. Avec la Commission et le Conseil, c'est l'une des trois principales institutions de l'Union européenne. Le Parlement, dont les compétences se sont accrues ces 30 dernières années, a un pouvoir de codécision sur la plupart des lois européennes et la Commission a besoin de son feu vert pour rentrer en fonction. Il contrôle la Commission de façon assez stricte, il est indépendant, il amende la loi, mais il fait aussi le budget, il contrôle l'exécution du budget. Le Parlement a un siège principal, Strasbourg, où se réunissent les députés une fois par mois en séance plénière pour voter des lois. Le reste du temps, ils se réunissent en commission à Bruxelles pour être au plus proche des autres institutions européennes. Selon les sondages, les élections devraient être marquées par une percée des eurosceptiques. La représentation des partis eurosceptiques, surtout d'extrême droite, va bénéficier des effets de la crise économique et sociale, chômage, etc. Mais ça n'ira jamais au-delà de 10%, de 15%. Leur impact risque d'être assez minimal, puisque ce qu'on voit des législatures précédentes, c'est que ces députés sont assez peu intéressés par le travail parlementaire traditionnel. Résultat des votes, la nuit du 25 mai, le Parlement tiendra sa première session début juillet où sera élu son nouveau président pour remplacer le social-démocrate allemand Martin Schulz. Hôtel mythique de l'âge d'or du Liban, devenu le symbole de la guerre civile, le Holiday Inn pourrait ressusciter après sa mise aux enchères dans les prochains mois. Vue sur mer, les chambres de cet hôtel mythique de Beyrouth étaient autrefois parmi les plus luxueuses de la capitale libanaise. Mais depuis presque 40 ans, le Holiday Inn est vide et se prépare à être vendu aux enchères. Il avait ouvert 2 ans avant la guerre civile de 1975, puis il a été le théâtre de la guerre des hôtels, l'une des plus féroces batailles qui séparaient les quartiers chrétiens des quartiers musulmans de la ville. Ces images de fumée noire sont plus tard devenues emblématiques de la guerre civile. C'était comme on peut le voir dans les films, une tour hantée, on détruisait tout, il y avait du feu, l'hôtel était rempli de corps laissés partout à l'intérieur, c'était une vision terrifiante. Aujourd'hui, les murs de l'hôtel sont toujours criblés de balles et d'éclats d'obus. À l'intérieur, les graffitis racontent l'histoire des combats entre d'une part les milices chrétiennes et d'autre part les milices palestiniennes et leurs alliés libanais, musulmans et de gauche. L'immeuble n'a jamais été rénové à cause des désaccords entre les actionnaires. La compagnie immobilière libanaise, qui détient 36% des parts, a pour projet de transformer le bâtiment en appartement de luxe. Et nous pensons qu'il est intéressant pour une ville comme Beyrouth d'avoir un immeuble avec une dimension historique qui accompagne tous les immeubles des années 2000. Cet ancien combattant espère aussi que l'hôtel retrouvera son aura d'avant-guerre. Comme nous espérons retrouver nos emplois, reconstruire nos villages et vivre avec nos familles, nous aimons Beyrouth.
Et nous espérons que le quartier des hôtels retrouvera sa belle image, comme en 1976. Mais un autre actionnaire, l'entreprise du Koweït, détient 50% des parts de l'hôtel et veut le raser car il est situé dans un secteur où le mètre carré est le plus cher de la ville. Tout dépendra des résultats de la vente aux enchères prévue dans quelques mois, mais le démolir serait comme détruire une partie de l'histoire libanaise. Les footballeurs uruguayens Edinson Cavani du PSG et Luis Suarez de Liverpool sont considérés comme deux meilleurs joueurs du monde. Ils ont beaucoup de points communs, tous deux attaquants âgés de 27 ans, nés en Uruguay, petit pays américain de 3 millions d'habitants et originaires de la même ville, Salto, dans le nord-ouest du pays. À l'approche du mondial au Brésil, Salto se souvient avec fierté de ses deux enfants prodiges. Reportage. Salto est une ville paisible de 120 000 habitants dans le nord-ouest de l'Uruguay, au bord de la rivière qui sépare le pays de l'Argentine. Peu de monde connaîtrait son existence si elle n'avait vu grandir deux stars internationales du football. Edinson Cavani et Luis Suarez sont tous les deux nés ici, il y a 27 ans, à la plus grande fierté des habitants. Si vous vous promenez dans la rue, vous verrez que tous les maillots sont au nom de Cavani ou de Suarez. Ce sont d'eux et pas de l'équipe nationale dont les gens sont fans. Edinson Cavani est le fils de l'ancien joueur et entraîneur de football Luis Cavani. Il a grandi dans un quartier de classe moyenne et étudié dans cette école privée catholique. Daniel Baldassari, qui a surveillé ses cours de récréation pendant 33 ans, se souvient de la passion du jeune Cavani pour le foot. Déjà petit, il adorait jouer. Il était très doué. Il jouait chaque fois comme si c'était la dernière. Il connaît tout. Parfois, on devait le punir parce qu'il aimait tellement jouer et gagner qu'il devenait un peu bagarreur. Luis Suarez est né dans une famille beaucoup plus modeste dans l'un des quartiers les plus pauvres de Salto. Enfant, il a fréquenté cette école primaire avant de déménager à Montevideo avec sa famille. Selon son ancien entraîneur de football pour enfants qu'il a vu jouer à l'âge de 5 ans, son talent était déjà visible. Ça se voyait qu'il jouait bien, qu'il allait être bon parce qu'il avait cette vivacité. Il savait où se placer sur le terrain. Cavani et Suarez jouent désormais dans des équipes internationales de haut niveau, le Paris Saint-Germain en France et Liverpool en Angleterre, où ils gagnent plusieurs millions d'euros. L'Uruguay, arrivé en demi-finale du précédent mondial en Afrique du Sud, compte sur leur talent d'attaquant pour emmener leur équipe le plus haut possible cette année au Brésil. Une responsabilité qu'ils sont prêts à assumer, selon le père d'Edinson Cavani. Ils ont plus d'expérience, plus de pratique, et je crois qu'ils seront des joueurs beaucoup plus importants que lors de la dernière Coupe du Monde. Chaque soir, les joueurs de l'ancien club de foot de Cavani à Salto s'entraînent grâce à leurs deux compatriotes. Ils peuvent croire que leurs rêves de football pourront un jour se réaliser. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Qualifié de farce par Kiev, d'illégal par les Occidentaux, le référendum, malgré le succès des séparatistes, est considéré comme nul et non avenu. Kiev affirme que l'armée va poursuivre son opération antiterroriste. De son côté, l'Union européenne décide d'élargir encore sa liste des sanctions ciblées. 13 personnalités russes ou pro-russes y sont désormais ajoutées. Le Nigeria exclut toute libération de prisonniers de Boko Haram. Plus tôt dans la journée, le groupe islamiste avait diffusé une nouvelle vidéo où apparaissaient des jeunes femmes présentées comme les filles enlevées mi-avril. Le message était clair, les lycéennes ne seront libérées qu'en échange de prisonniers appartenant au groupe islamiste. Nouveaux efforts diplomatiques pour sortir l'Ukraine de l'ornière. Le chef de la diplomatie allemande s'est rendu à Kiev pour soutenir une initiative de dialogue national qui impliquerait les régions séparatistes de l'Est. Les autorités russes ont pour leur part appelé Kiev à retirer ses troupes du sud-est du pays. Sur le terrain, les tensions restent très vives. 6 soldats ukrainiens ont été tués mardi par les insurgés. Des peines allant jusqu'à 30 mois de prison, dont 24 fermes, pour la participation aux émeutes d'Amiens Nord en août 2012. Les 5 jeunes hommes condamnés étaient mineurs au moment des faits. 17 policiers avaient été blessés, dont certains par arme à feu, et des bâtiments publics, dont une école maternelle, avaient été incendiés. La catastrophe minière dans l'ouest de la Turquie a fait au moins 238 morts et le bilan pourrait encore s'alourdir. Une centaine de mineurs restent piégés sous terre. Une explosion s'est produite dans la mine et a provoqué un incendie.
Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays pour protester contre le gouvernement islamo-conservateur accusé de négligence. Un nouveau décret, déjà rebaptisé décret Alstom, fait couler beaucoup d'encre. Il donne un droit de veto au gouvernement sur des acquisitions par des investisseurs étrangers dans 5 secteurs jugés sensibles, dont l'énergie et les transports. Bruxelles met en garde Paris contre la tentation protectionniste, tandis que Jean-François Copé fustige une nouvelle foucade d'Arnaud Montebourg. Les fonctionnaires dans la rue pour demander le dégel du point d'indice qui sert de base au calcul de leur salaire. Ce point d'indice n'a pas été augmenté depuis juillet 2010. Le gouvernement impose une fin de non-recevoir avec un maintien du gel jusqu'en 2017, accompagné d'un réexamen chaque année. Marie-Lise Lebranchu a toutefois annoncé un coup de pouce de 46 € par mois pour les fonctionnaires les moins bien payés. Jean-François Copé se défend et dénonce des allégations amalgamées et mal vérifiées. Le journal Libération affirme que l'UMP a réglé pendant la campagne de Nicolas Sarkozy pour 20 millions d'euros à des prestataires proches du président du parti pour des événements qui semblent fictifs. Une filiale de la société Big Malion fait déjà l'objet d'une enquête préliminaire pour faux, abus de biens sociaux et abus de confiance. Explosion de joie dans les rues de New Delhi en Inde, après la victoire écrasante aux législatives du parti nationaliste hindou de Narendra Modi. Les résultats provisoires donnaient une majorité absolue au parti de Modi, une première depuis 30 ans. Une arrivée au pouvoir qui suscite autant d'espoir que de crainte, s'agissant d'une personnalité aussi controversée et dont la réputation est entachée par les pogroms anti-musulmans de 2002 dans le Gujarat. La rentrée des classes décalée au 2 septembre pour les 12 millions d'élèves. Un décalage de 24 heures annoncé par le ministre de l'Éducation, Benoît Hamon. Une décision justifiée par un problème informatique qui peine à convaincre, alors que le principal syndicat, hérissé par le calendrier précédent, avait déjà déposé un préavis de grève. La recomposition du paysage français des télécoms s'accélère. Le câble opérateur numérical annonce le rachat de l'opérateur sans réseau propre Virgin Mobile, alors qu'il est également en train d'acquérir SFR. On apprend par ailleurs que les discussions sont engagées entre Orange et Bouygues Telecom pour une éventuelle fusion. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis. N'hésitez pas à visiter notre tout nouveau site bigwebtv.fr lancé en fin de semaine. Et quant à moi, je vous retrouve dès lundi pour les yeux dans l'actu ou samedi prochain pour une prochaine édition du Grand Show de l'info. Bon week-end à tous.